Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de l'édition Flash, comment faire une bonne séance d'entraînement. Donc déjà, je vais commencer par vous remercier pour tous les messages que je reçois, les avis 5 étoiles sur Spotify. Sur Apple Podcast, il n'y a pas encore beaucoup d'avis, parce que j'ai l'impression que du coup, la plupart d'entre vous écoutez ce format sur Spotify. Mais si jamais vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre un petit 5 étoiles, ça ferait très plaisir. Ça permet d'être mieux référencé et de faire découvrir du coup, la préparation physique en escalade à un maximum de monde. N'hésitez pas aussi à partager le podcast autour de vous, à vos amis fans d'entraînement aussi, qui cherchent à progresser, etc. Moi, en fait, le but de ce podcast, c'est vraiment d'enseigner ce que j'ai appris au fil de mes années de pratique et d'essayer de répandre un peu les bonnes pratiques pour que vous puissiez progresser sans vous blesser, sans être frustré. Parce que je pense qu'on a tous été à un moment dans notre pratique en escalade, dans ce cercle vicieux de je m'entraîne à fond parce que j'ai envie de progresser, mais du coup je m'entraîne trop donc je me blesse, puis après je suis en rééducation, puis au moment où je reprends, je me dis ok là je reprends à fond et je me reblesse, etc. Et malheureusement il y en a qui en sortent jamais de ce cercle vicieux de l'entraînement, enfin du surentraînement et de la blessure. C'est vraiment pour ça que je fais le podcast et tous vos avis, tous vos commentaires, tous vos messages sur Instagram, ça me soutient énormément et ça me montre en fait que ce que je fais c'est productif, que ça sert à des gens et moi je trouve ça trop bien en fait tout simplement. Donc après cette petite intro pour vous remercier, je vais passer au sommaire du podcast. Donc dans un premier temps je vais vous parler de comment faire une bonne séance d'entraînement et pour cela on va devoir différencier l'entraînement et la performance. Donc une séance d'entraînement et une séance de performance. En escalade, c'est pas la même chose. Ensuite, je vais vous parler de l'importance d'avoir un objectif de séance en fait. Donc avoir un objectif de séance, c'est hyper important pour faire une bonne séance. Ça coule de source. C'est tellement évident que je suis obligé de le rappeler. Numéro 1, différencier entraînement de performance. Hyper important, je vais y revenir. Numéro 2, avoir un objectif de séance qui découle d'un gros objectif global. Numéro 3, suivre le plan. Et là, suivre le plan, c'est vraiment suivre le plan d'entraînement, donc la programmation. Et pour ça, il y a plusieurs sous-catégories, donc je vais les lister. Numéro 1, se mettre en condition avant la séance, hyper important. Numéro 2, les rituels pré-séance. Donc là, pareil, je vais détailler, c'est hyper important pour se mettre en condition, donc c'est lié au point numéro 1. Numéro 3, bien s'échauffer. C'est hyper important, mais du coup, je vous renverrai au flash numéro 2 qui parle de l'échauffement en détail. Et là, du coup, je vais un peu y revenir parce que en fait, c'est hyper important de faire un bon échauffement pour faire une bonne séance. Ensuite, numéro 4, adapter l'entraînement à sa forme du jour. L'autorégulation, j'en ai parlé dans le flash numéro 2, je vais y revenir aussi, super important pour différencier entraînement de performance. Ensuite, quand arrêter sa séance, ça aussi c'est un point qui est souvent mal fait par tout le monde et j'en suis coupable aussi de en fait on ne sait pas s'arrêter et on a la fameuse maladie du dernier run. Allez, je mets un dernier run, je mets un dernier run et au final on a mis 10 runs de plus et on est complètement fracassé et on récupère super mal le lendemain et du coup on fait des séances de moins bonne qualité dans la semaine et au global on progresse moins. Donc il y a des fois où ça peut être intéressant cette maladie du dernier run pour enchaîner un projet, mais dans le cadre de l'entraînement et du coup ça revient en premier point, différencier entraînement et perf. Dans le cadre de l'entraînement, c'est pas une bonne stratégie et il faut réussir à se discipliner et à savoir quand arrêter sa séance. Donc du coup, je vais vous détailler tout ça. Ensuite, le retour au calme, c'est pas le point le plus important, mais je vais quand même le mentionner. Puis après, selon moi, un des trucs les plus importants aussi, c'est le repas post-training. Donc la nutrition, en fait, et je vais y revenir brièvement, puis je vais vous détailler 2-3 trucs par rapport à ça. Ensuite, je passerai à la réponse aux questions des semaines précédentes. On m'a posé 3 questions, je vais y répondre en détail. Et enfin, du coup, je vous dirai le thème du prochain podcast pour la semaine suivante. Donc après ce petit sommaire, je passe au premier point. Premier point, c'est différencier les séances d'entraînement des séances de performance. Ça, c'est hyper important. Et dites-vous que là, je vais rester très synthétique parce que c'est un podcast flash et je m'adresse en particulier aux grimpeurs intermédiaires. Je ne m'adresse pas aux professionnels, je ne m'adresse pas aux très débutants. Mais voilà, si vous êtes un grimpeur intermédiaire, pour faire très très simple, en quête de progression et que vous êtes en progression continue, ce que j'appelle la progression continue, c'est quand vous vous entraînez un peu toute l'année en quête de progression. Vous allez avoir des périodes en gros de 12 semaines d'entraînement, 4 semaines de pic de performance. Bien sûr, ça change en fonction des individus, de votre génétique, de votre potentiel, etc. etc. Mais pour faire une généralité, parce que là du coup je m'adresse vraiment aux grimpeurs intermédiaires au pluriel, souvent vous allez être dans ce cas-là. Vous allez être dans un cas où vous allez devoir faire des cycles d'entraînement qui vont durer à peu près 12 semaines pour avoir 3-4 semaines de pic de forme. Et une fois que vous savez ça et que vous avez expérimenté un cycle d'entraînement complet, puis 3-4 semaines de pic de forme, là du coup vous pouvez adapter votre entraînement en fonction. Et donc du coup vous savez que vous avez des périodes de 12 semaines d'entraînement, où il faut rester vraiment focus sur l'entraînement, et des périodes de 3-4 semaines de performance. Ça ne veut pas dire que pendant les périodes d'entraînement, il ne faut pas faire de séances de performance. Par exemple, souvent, j'y reviendrai en fin de podcast, on m'a posé la question sur le nombre de séances par semaine de grimpe que je conseille.
Bah, du coup, souvent, ce que je conseille, c'est 4 séances par semaine. Et dans ces 4 séances par semaine, il y a une séance qui est dédiée à l'objectif, à la performance. Donc, c'est pas parce qu'on s'entraîne qu'on ne peut pas performer, mais quand on s'entraîne, on ne peut pas performer à toutes les séances. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, pour faire simple, 12 semaines d'entraînement, 4 semaines de performance. Et ensuite, bah, après, comment vous organisez votre entraînement là-dedans, bah, ça va dépendre de votre objectif. Du coup, ça me permet de faire la transition avec le deuxième point, qui est bah, du coup d'avoir un objectif. Donc, en fait, votre objectif global, il peut être très précis, comme par exemple, voilà, j'ai envie de faire telle voie, c'est la voie de mes rêves, c'est super dur, je sais que j'ai pas le niveau actuellement, mais je vais m'entraîner pour, et je vais tout faire pour réussir cette voie. Ou ça peut être un objectif assez vague, mais quand même hyper intéressant, qui est, bon bah ok, je sais que mon niveau là, c'est à peu près, je flash les rouges en salle, et j'ai envie d'avoir un niveau où je flash les noirs en salle. Enfin du coup si je prends le rouge-noir, là je parle en cotation Arcos par exemple, donc les noirs c'est pas encore la cotation la plus dure, ça fait rouge, noir, violet. Mais voilà, en fait, peu importe, mais votre objectif, il faut qu'il soit quand même assez précis. Et il faut que vous vous dites qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. C'est-à-dire qu'il y en a, leur objectif, ça va être de faire un seul bloc hyper dur en mode projet, après 50 séances divisées sur 3 ans, etc. Et il y a des gens qui préfèrent faire, je sais pas, par exemple, des séances de volume, où ils vont se dire, bon bah ok, je préfère faire 10 7B à la séance que faire un seul 7C+, en 30 séances. Et ça, en fait, c'est juste une histoire de choix. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et en tant que grimpeur intermédiaire, j'ai tendance à dire que c'est mieux de privilégier le niveau flash slash le niveau à vue ou le niveau que vous pouvez faire à la séance en faisant quelques runs à la séance plutôt que le niveau après travail projet. Parce que souvent quand on est un grimpeur intermédiaire, on a des contraintes, on a une vie à côté, on a un travail, etc. Et on n'a pas par exemple 2 ou 3 séances par semaine à investir dans un projet précis. Et du coup bah, ça va nous limiter en termes de potentiel de réalisation. À part du coup si vous avez de la marge en termes de physique, etc. Mais bon voilà, ça après ça revient à tout ce que je dis dans les podcasts précédents. Mais donc du coup, une fois que vous avez votre objectif, donc par exemple, voilà, je sais que mon niveau actuel c'est à peu près 7 à bloc en extérieur, j'ai envie d'avoir un niveau 8 à bloc après travail. Et après travail, ça peut être par exemple, pour moi, ce serait pas important que ce soit entre 5 et 10 séances de travail par exemple. C'est pas hyper important, tant que je sors mon 8A, je serai content. Bah, une fois que j'ai cet objectif-là, bah, du coup va découler mes sous-objectifs de séances. Et du coup, bah, par exemple, sur ma semaine, j'ai peut-être 4 séances de grimpe, bah, je vais avoir 2 séances que moi j'appelle de bloc max, où je vais vraiment forcer dans des blocs, ça peut être sur du pan, quand je dis du pan, c'est une moonboard, une kilterboard, un spray wall, etc. Vraiment un pan physique où le facteur limitant des blocs c'est vraiment le physique. Donc voilà, sur mes 4 séances, 2 séances de force max sur pan, une séance de volume pour quand même accumuler du volume, se reposer un peu dans la semaine, etc. Et quand même travailler sa technique, etc. sur des blocs un peu sous max. Et aussi pour travailler bah, son fitness au global, être capable d'encaisser un peu plus de volume à la séance, etc. Et ensuite, bah, la dernière séance de la semaine, une séance de performance. Donc par exemple, ça peut être lundi bloc max, mardi volume, jeudi bloc max, samedi projet. Et du coup, bah là, le projet, c'est vraiment une séance de performance. Et je reviendrai du coup sur ça dans le podcast numéro 8, sur comment faire une bonne séance de performance. Maintenant que j'ai mon objectif de séance, donc par exemple, j'ai une séance de bloc max à faire en salle. Comment je fais une bonne séance de bloc max? Et là, du coup, bah, ça m'amène au point suivant, qui est de suivre le plan. Et le plan, il est assez simple, et du coup, bah, je vais détailler un peu tous les points du plan. Le premier point du plan, c'est de se mettre en condition avant la séance. Donc ça, c'est hyper important bah, de noter sa séance à l'avance. Voilà, de dire, bah, par exemple, si je vais faire une séance de moonboard, je prends 4 blocs, je les choisis à l'avance, je regarde les vidéos des bêtas qui sont disponibles, et je me dis, ok, voilà, là, je vais faire ma séance, je vais faire ces 4 blocs-là, enfin, je vais essayer ces 4 blocs-là. Il faut vraiment que je force à fond et que je donne tout à chacun des moves en fait. Je pars dans une optique d'intensité max. Après, bien sûr, il y a l'échauffement, etc. Je vais y revenir juste après. Mais en fait, voilà, il faut que vous anticipiez votre séance, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, je sais à l'avance à quoi m'attendre et je sais ce que j'ai vraiment envie de faire. Par exemple, si c'est une séance de spray wall, où c'est vous-même qui allez vous construire les blocs, bah vous vous dites, ok, bah là, il faut que je fasse un bloc à doigt, un bloc sur plat, un bloc en compresse sur des pinces, et un quatrième bloc un peu freestyle, ce que vous avez envie de faire. Par exemple, je sais pas, gros blocage d'épaule. Donc une fois que vous avez noté ça vraiment sur votre objectif de séance, bah, quand vous arrivez à la salle, quand vous vous échauffez, vous pouvez déjà commencer à essayer les moves séparément, vous dire, ok, bah, je vais faire ça, ça, ça comme move, et puis ça rentre dans mon bloc à doigt. Hop, c'est coché. Donc voilà, hyper important de ne pas arriver à la salle en détente et de se dire bon bah oh, aujourd'hui je me sens pas trop bien, je sais pas si je vais forcer, et puis vous mettez 1h30 à vous échauffer, et puis après au final vous êtes fatigué parce que vous avez mis trop de temps à vous échauffer, et en fait juste vous avez gâché une séance de développement tout simplement. Donc c'est hyper important d'avoir un plan. Et donc du coup bah, c'est hyper important de se mettre en condition avant la séance pour
respecter ce plan. Et ça, du coup, c'est vraiment pour moi la plus-value d'avoir un coach, parce que quand vous avez un coach, il vous prévoit toutes les séances à l'avance et vous savez déjà ce que vous allez faire quand vous allez arriver à la salle. Et ça, en fait, ça vous enlève une charge mentale énorme. Donc en fait, je pense que vraiment tout le monde peut bénéficier d'un coaching, et même moi, je me fais coacher. Donc c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir un coach, ou alors d'avoir un mentor, donc un ami ou une amie qui est un peu plus fort que vous, qui vous conseille, qui vous dit bah voilà, là tu vas faire ça, 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 ou alors un partenaire d'entraînement avec qui vous faites la séance, mais qui va vous guider. Donc voilà, pour moi c'est hyper important, et ça revient un peu à ce que je disais dans d'autres podcasts, c'est l'environnement. C'est-à-dire une fois que vous êtes dans un bon environnement, que ce soit en termes de personnes qui vous entourent, d'atmosphère d'entraînement, mais voilà, c'est hyper important l'environnement, que ce soit les personnes avec qui vous êtes ou l'atmosphère d'entraînement. Si vous êtes dans une petite salle old school familiale où ça force vraiment, ou alors dans une grosse salle commerciale avec des gamins qui courent partout, vous n'allez pas faire la même séance, ça c'est clair et ça c'est sûr et certain en fait. Donc ensuite je passe aux rituels pré-séance, et là du coup les rituels pré-séance c'est vraiment propre à chacun. Ça peut être par exemple je sais pas, si vous avez 15 minutes de route en voiture, vous allez mettre de la musique hyper fort dans votre voiture pour vous motiver, etc. Donc voilà, ça peut être un comportement motivationnel. Il y a des personnes qui vont être un peu plus calmes, qui vont avoir besoin d'un peu plus se détendre, de vraiment se focus sur leur objectif. Là, ça peut être intéressant peut-être de faire un peu de respiration avant la séance. Voilà, ce genre de truc, en fait, il faut que vous identifiez des rituels où, quand vous les faites, vous vous sentez bien et vous vous dites, ok, là, je suis bien, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, je vais faire une bonne séance. Il faut que vous soyez persuadé que vous allez faire une bonne séance. Et ces rituels, en fait, ils viennent pour créer cette atmosphère, cet environnement où vous savez que vous allez faire une bonne séance. Moi, personnellement, je sais que souvent, ça va être ce que j'appelle le pré-workout, donc ce que vous prenez avant l'entraînement. Ça va être, par exemple, souvent une banane, un café et de la vitamine C, par exemple, parce que la vitamine C aide à la synthèse du collagène, etc. Enfin, je vais y revenir un peu, parce qu'on m'a posé des questions sur les compléments alimentaires, j'y reviendrai à la fin. Mais voilà, moi je sais que j'ai un petit rituel où si je prends mon pré-workout, je sais que je vais faire une bonne séance. Et du coup, ça revient aussi au timing auquel vous faites votre séance, c'est hyper important. Et ouais, du coup, ça me permet de faire la transition avec le timing de la séance, c'est hyper important par rapport à votre horloge biologique. En fait, votre corps, il est réglé pour pouvoir faire certaines actions mieux à certains moments de la journée. C'est-à-dire que par exemple, vous vous entraînez et forcez vraiment à fond, peut-être que votre corps, il est capable de mieux faire ça de 14h à 16h plutôt que de 8h à 9h. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant d'expérimenter. Donc par exemple, de faire 3 mois où vous entraînez que le matin, puis après 3 mois où vous entraînez que le soir, voir s'il y a une différence, si vous êtes mieux, etc. Et ça, du coup, c'est juste avec l'expérience que vous allez pouvoir le savoir. Mais une fois que vous savez ça et que vous savez par exemple que la meilleure horaire pour faire une séance, ça va être entre 14h et 17h parce que c'est en heure creuse, il n'y a pas grand monde dans la salle, que juste avant vous pouvez prendre votre café en pré-workout qui est hyper important pour vous, et qu'en plus à cet horaire-là, il y a souvent un pote à vous qui grimpe, qui est fort comme vous, ou qui est un peu plus fort, qui va vous challenger, qui va vous pousser vers le haut. Là vous avez tout l'environnement pour faire une bonne séance, et pour moi c'est crucial en fait dans l'organisation de ces séances. Ensuite on a l'échauffement, donc bien s'échauffer, je vous renvoie au podcast flash numéro 2 sur l'échauffement, mais pour moi voilà, l'échauffement c'est hyper important. Pareil, il doit être spécifique à votre séance, à votre objectif, etc. etc. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans le podcast flash numéro 2, mais vraiment avoir une routine d'échauffement standardisée qui vous permette de déterminer votre état de forme pour le point suivant, autoréguler votre entraînement. Et ouais, maintenant je fais des transitions assez smooth. Mais donc du coup, comment autoréguler son entraînement? Donc vous faites votre échauffement standardisé. Et là, vous vous dites, ok, soit je suis en forme parce que mon échauffement était facile, soit je suis fatigué parce que mon échauffement était dur. Et en fonction de ça, vous allez autoréguler, c'est-à-dire que vous vous dites, j'ai 2 séances de bloc max à faire dans ma semaine et une séance de volume. Aujourd'hui, je suis complètement KO. Peut-être que faire une séance de volume à la place d'une séance de bloc max, ça peut être productif dans ce cas-là. Parce que du coup, vous allez moins forcer, vous allez avoir moins de chances de vous blesser, et vous allez être moins frustré de faire une mauvaise séance plutôt que si vous étiez allé sur du bloc max en étant fatigué et en vous disant, je me suis fait rouster dans tous les blocs que j'aurais dû randonner à la séance d'avant. Pour moi, l'autorégulation, hyper important, même d'un point de vue psychologique. C'est mieux de faire une séance de volume en baissant un peu l'intensité et en étant quand même satisfait de sa séance, que de faire une séance de bloc max où vous allez avoir plus de chances de vous blesser en étant fatigué, je parle, et où vous allez vous faire rouster dans tous les mouvements et vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir forcer en fait. Donc il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un plan. Par exemple, vous vous dites, ok, là je fais une séance de bloc max, vous savez que vous êtes fatigué, que ça va mal se passer, et vous restez buté sur le plan et vous vous dites, ok, je vais quand même faire ma séance de bloc max, je vais quand même forcer à fond, et en fait, souvent la séance elle est catastrophique parce que vous saviez à l'avance que vous auriez dû autoréguler.
Et ça, du coup, normalement, si vous êtes en coaching ou quoi, votre coach, il est là pour vous dire un peu tous ses conseils, de vous dire, bon, là, voilà, si t'es vraiment fatigué, mieux vaut que tu fasses une séance de volume, etc. pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. Donc, hyper important selon moi, l'autorégulation, et ça peut sauver des séances qui n'auraient peut-être pas été productives du tout, voire même complètement délétères si vous vous blessez, en séances productives qui vont vous rapprocher de votre objectif. Point suivant, c'est quand est-ce qu'il faut arrêter sa séance, et ça, c'est vraiment quelque chose où vraiment tout le monde peut progresser en écoutant ce que je vais dire là, et moi y compris. J'ai tendance à le faire de plus en plus, mais ça m'arrive encore les séances où j'ai la maladie du dernier run et j'ai quand même envie d'enchaîner, etc. Mais en fait, plus on progresse, plus on arrive à... Enfin, quand je dis plus on progresse, c'est en termes de nombre d'années de pratique, plus on acquiert un peu cette sagesse de se dire, mieux vaut que je sois un peu plus en forme à la fin de mon entraînement, quitte à avoir un peu de réserve pour faire des séances plus productives après, plutôt que complètement se cramer sur une séance et être complètement fumé les 2 ou 3 jours qui suivent et avoir un entraînement catastrophique qui suit dans la semaine. Et donc du coup, quand est-ce qu'il faut arrêter sa séance? Alors déjà, si vous avez un plan, souvent c'est assez clair, c'est quand vous avez rempli votre objectif de séance. Par exemple, si je fais une séance de volume et que je me dis, voilà, là pendant 2 heures, je fais des blocs sur la kilter et je mets 2 minutes de repos entre chaque bloc et il y a écrit 2 heures max, à la fin des 2 heures, même si j'ai encore de l'énergie, je me dis, c'est bon, ma séance elle est finie, j'ai fait mes 2 heures, j'ai fait 2 minutes de repos entre les blocs, c'est parfait, ma séance elle est carrée, je suis fier de moi, je suis fier de la séance que je viens de faire, et c'est comme si j'avais fait une performance en soi. Et ça, c'est hyper satisfaisant de se dire, ok, j'avais un objectif de séance, j'ai réussi mon objectif, c'est hyper motivant, et ça déclenche aussi les systèmes de récompense, de dopamine, etc. Alors que si vous continuez 30 minutes de plus, donc imaginons que vous grimpiez de 2h à 2h30, vous allez être fatigué, vous allez moins bien grimper, vous allez vous frustrer parce que vous vous dites, ça je devrais réussir, alors qu'en fait vous commencez à être un peu dans la zone grise où vous êtes fatigué et vous n'arrivez plus à forcer, mais vous tenez quand même encore les prises. Et donc du coup, voilà. Premier point pour savoir quand est-ce qu'il faut arrêter sa séance, suivre le plan. Donc si vous vous êtes dit, voilà, ma séance doit durer 2 heures, au bout de 2 heures, vous arrêtez votre séance. Si par contre c'est une séance un peu plus de performance, et là du coup j'y reviendrai dans le flash suivant, ça va pas être du tout la même stratégie, et là du coup ça va vraiment dépendre de plein d'autres facteurs, c'est pour ça qu'il y aura un podcast vraiment dédié à ça. Mais dans le cas où vous n'avez pas de plan précis, où vous allez à la salle, un peu comme tout le monde, en mode grimpe libre, c'est-à-dire vous allez à la salle, vous allez faire des blocs, vous essayez d'enchaîner, etc. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller aux personnes qui n'ont pas de plan de séance strict, c'est de quand même se mettre une limite de temps. Donc vous vous dites, ok, je fais ce que je veux à la salle aujourd'hui, mais je mets un minuteur et au bout de 2h30, j'arrête. Peu importe ce que je suis en train de faire, 2h30, c'est bon, c'est terminé, j'arrête. Si c'est de la voix, ça peut être 3 heures, 4 heures, etc. Ça dépend de vous. Donc fixez-vous une limite en vous connaissant. Vous vous dites, ok, souvent au bout d'1h30, je suis cramé. Arrêtez votre séance au bout d'1h30 en fait. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tenir 2 heures. Si vous n'êtes pas compétiteur ou quoi, il y a vraiment personne à qui ça va causer du tort, si ce n'est à vous-même, parce que vous allez être fatigué, vous allez moins bien récupérer et vous bridez votre potentiel de progression sur les séances suivantes. Donc voilà, ça ce serait vraiment mon conseil. Arrêtez sa séance en respectant un timer. Donc vraiment vous dites, ok, ma séance doit durer 2 heures, j'arrête au bout de 2 heures. Et dans le cas où vous n'avez pas trop de timer, vraiment allez-y au feeling, et je dirais qu'il faut que vous arrêtiez votre séance quand vous sentez qu'il vous en reste un peu encore sous la pédale, mais que ça commence à être dur. Et là, c'est vraiment le meilleur moment pour arrêter, parce que du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans la zone rouge où vous allez vraiment taper dans vos réserves et vraiment vous épuiser, et vous allez bien récupérer pour faire des séances d'entraînement qui seront plus productives le reste de la semaine. Après, il y a des exceptions à ça. Ça peut être par exemple si votre dernière séance de la semaine, c'est un samedi et c'est la séance dans votre projet, peut-être que là, ça vaut le coup de se cramer un peu parce que vous savez que dimanche, c'est repos, et que du coup, peut-être que vous allez enchaîner dans les 2-3 derniers runs que vous allez mettre. Là, du coup, c'est intéressant, mais du coup, ça reviendra au sujet du podcast suivant sur comment faire une bonne séance de performance. Ensuite, on a la partie retour au calme et étirement. On me pose souvent la question de quand est-ce qu'il faut faire ces étirements, sur un jour de repos, pas sur un jour de repos, avant la séance, après la séance, etc. Moi, personnellement, pour avoir testé un peu tous les formats, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus productif quand je fais mes étirements à la salle en fin de séance. Parce que du coup, je le rentre dans mon plan de séance et je me dis, ok, ma séance n'est pas finie tant que j'ai pas fait mes étirements. Alors que quand je rentre chez moi, je vais faire d'autres trucs, etc., pour me remettre sur le tapis et me réétirer, enfin me remettre un peu dedans, il faut un peu que je re-enclenche tout ce processus mental de j'ai pas fini ma journée, faut encore que je fasse les étirements, etc. Donc en fait, c'est mieux de faire quelque chose à un moment où c'est pas optimal, mais où vous allez le faire, plutôt que de regarder toutes les études scientifiques qui vous disent que les étirements ça se fait à froid, nanani nanana. Voilà, je vais pas refaire toute la synthèse des études sur les étirements, parce qu'en fait, ça dépend aussi énormément de votre expérience. Si vous savez que pour vous, le meilleur moment pour faire des étirements, c'est le matin à froid, c'est ce qu'il faut faire en fait, tout
simplement. Au bout d'un moment, il faut aussi s'écouter et se dire, bah voilà, j'ai testé un peu tous les formats, ça marche le mieux pour moi, même si c'est pas ce que la science dit, bah, ça peut être bien pour moi. Ça, c'est vraiment un point hyper important, apprendre à s'écouter. Et du coup, bah, les étirements, ça permet de revenir au calme, donc souvent de faire rediminuer son rythme cardiaque, ses cycles respiratoires, etc. Et ça me permet de faire la transition avec le repas post-workout, qui est le dernier point. Et ça, du coup, bah, la nutrition, donc les nutriments que vous allez apporter à votre corps après votre séance, ça a un potentiel direct sur votre potentiel de progression, parce que quand vous vous entraînez, en gros, vous stimulez des gènes, et donc ces gènes qui vont après aller coder votre ADN, etc., qui vont coder les adaptations structurelles, neurales, etc. En fait, ces adaptations, elles ont besoin de protéines pour se produire. Et en fait, alors je fais référence à un ancien cours de STAPS, mais j'ai plus la référence exacte, il faudra peut-être que je la retrouve. Mais il y a un chiffre qui m'avait marqué, c'était qu'après 1 heure de fin de séance, donc si votre séance s'arrête à 16 heures, si à 17 heures vous n'avez pas mangé de protéines, vous avez perdu quasiment 50% de la réponse génique à votre entraînement. Alors, peut-être que le 50% est un peu abusé, mais c'est comme si vous disiez que bah, je fais la même séance d'entraînement que quelqu'un. Lui, il va manger des protéines, peu importe la source, hein, ça peut être un repas classique, un shaker de whey, etc. Je vais y revenir juste après. Lui, il va manger des protéines 30 minutes après avoir fait redescendre son rythme cardiaque et son cycle respiratoire, parce que du coup, via l'activation du système nerveux sympathique et parasympathique, vous n'allez pas digérer les nutriments de la même manière. Et c'est hyper important de bien digérer les nutriments, parce que ça sert à rien d'ingurgiter 60 grammes de protéines si vous n'êtes pas en phase de digestion acceptable et que juste votre corps va stresser, etc. Enfin bref, ça rajoute un stress et c'est vraiment pas bon. Mais voilà, si je fais la même séance d'entraînement que quelqu'un qui lui mange des protéines 30 minutes après et moi 3 heures après, bah, c'est comme si lui il allait progresser 2 fois plus vite que moi. Et ça c'est vraiment hyper, ça doit vous frapper là l'esprit et vous dire attends, comment ça, on fait les mêmes efforts à la salle, mais juste avec la nutrition après, je peux optimiser ma récupération et mon potentiel de progression. Et la réponse c'est oui. En fait, tout simplement, vous avez qu'à tester par vous-même de manger la bonne quantité de protéines. Moi, souvent, ce que je recommande, c'est entre 1,5 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Et si possible, une bonne dose de protéines. Souvent, c'est 0,5 g par kilo de poids de corps. Donc si vous pesez 70 kg, ça fait 35 g de protéines en post-workout. Donc votre repas après votre entraînement, à peu près 1 heure après votre entraînement, tout simplement. Mais pour ceux que ça intéresse vraiment de rentrer en détail sur ce genre d'optimisation, sachez que je propose un service de coaching premium avec le suivi nutrition qui est inclus dedans. Et donc tout ça, forcément, je le détaillerai à 100% avec vous en suivi si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je vais passer aux réponses aux questions des semaines précédentes. La première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est possible de gagner en force et en rési et en endurance, enfin en gros un peu les 3 qualités, en même temps? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, ma réponse là, elle va être très synthétique. Oui, si vous êtes débutant. Non, si vous êtes un pratiquant avancé. C'est hyper simple, mais du coup, ça revient un peu à l'entraînement en musculation. Quand vous êtes débutant en musculation, vous allez progresser en force, en endurance, en résistance, enfin peu importe ce que vous faites, vous allez progresser sur tous les aspects. Par contre, arrivé à un moment où vous avez gagné une bonne force max, une bonne endurance, etc., pour faire progresser un des 3 aspects, donc soit la force, soit la résistance, soit l'endurance, il va falloir que vous soyez spécifique dans votre entraînement, parce que du coup, votre corps, il a des adaptations qui sont limitées, et il a un potentiel de récupération qui est limité aussi. Et si vous faites tout en même temps, vous allez passer à côté de tout. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on fait des cycles de développement, des cycles de force, des cycles de puissance, etc. pour vraiment cibler certaines qualités. Par contre, quand vous êtes débutant, donc là, vraiment débutant en escalade, ça va être jusqu'au 6B bloc à peu près, on va dire. Donc si vous ne grimpez pas les rouges en salle, enfin les rouges Arcos, donc voilà, vous faites la conversion dans votre salle. Pour moi, si vous grimpez pas encore dans les rouges Arcos, vous êtes considéré comme grimpeur débutant. Là, du coup, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit de la force max, de l'endurance, de la rési, du 7-3, etc., vous allez progresser sur tous les aspects en fait. Donc ne vous prenez pas trop la tête si vous êtes débutant. Commencez par les bases, la force max, l'endurance, donc le 5-5, le protocole que je vous détaillais dans le podcast sur la force critique. Et en fait, tout va progresser. Par contre, si vous êtes avancé, donc quand je dis avancé, c'est au moins 1 ou 2 ans d'entraînement sérieux et que vous commencez à avoir des vrais plateaux quand vous vous entraînez pas, etc. Et que vous ressentez que vous avez ces périodes de pic de performance, de stagnation, etc. Donc là, vous êtes vraiment un pratiquant avancé. Et là, peu importe les cotations, il y en a qui vont être avancés et qui vont grimper 7A, et il y en a qui vont être avancés et qui vont grimper 8B. Ça va vraiment dépendre de votre potentiel à vous. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, je dirais que ce n'est pas possible de faire progresser plusieurs aspects en même temps. Je dirais qu'au maximum, on peut faire progresser 2 qualités en même temps. Par exemple, peut-être la force max et la force critique au sein du même cycle, si
si c'est un cycle un peu hybride, peut-être que les deux vont pouvoir progresser en même temps, mais pas autant que si vous aviez tout focus sur la force max ou tout focus sur la force critique. Donc voilà, ça c'est un peu mon avis. Après, c'est débattable. Il y en a qui vont dire qu'on peut tout travailler en même temps, etc. Je l'entends totalement, mais pour moi, c'est juste une histoire d'expérience d'entraînement de la personne. C'est-à-dire que si la personne est débutante, oui, on peut tout travailler en même temps, etc. Si la personne est intermédiaire, voire avancée, là, ça devient très compliqué de tout faire progresser en même temps. Ensuite, on m'a posé la question de combien de séances par semaine de grimpe je recommande en général pour progresser. Alors là, c'est toujours pareil, je m'adresse aux grimpeurs intermédiaires. Je pense que 3 à 4 séances de grimpe par semaine, c'est largement suffisant, surtout quand vous avez une vie à côté, etc. C'est déjà un très bon équilibre. Et sur ces 3 ou 4 séances, moi, ce que je conseille en général, ça va dépendre du cycle. Mais si vous êtes dans un cycle de force, vous allez faire 2 séances de développement. Et ces séances de développement, souvent, ça va être des séances de bloc max. Ensuite, vous allez faire la 3e séance. Souvent, ça va être l'opposé des 2 séances que vous faites. Donc, souvent, l'opposé de la force max, c'est la séance de volume. Donc, 2 séances de force max ou de bloc max, ou vous l'appelez comme vous voulez. Une séance de volume, puis une séance de grimpe libre. Et pour moi, la grimpe libre, c'est vraiment juste vous allez à la salle et vous faites ce qui vous fait envie. Il faut juste faire attention à la fatigue accumulée sur la semaine. Souvent, la séance de grimpe libre, elle arrive en dernier dans la semaine, donc ne pas trop faire une séance de bloc max où vous allez forcer à 100% sur la séance de grimpe libre. Mais voilà, ça dépend vraiment des gens, de ce que vous avez envie de faire, etc. Et ensuite, on m'a demandé mes compléments alimentaires préférés. Alors ça, du coup, j'y avais déjà répondu dans le podcast Flash, je crois que c'était le premier, avec Fanny, du coup, qui est diététicienne. Et du coup, j'y reviens rapidement et je vous mettrai aussi 2-3 infos en description. Mais en premier, je mettrai la whey et j'ai mis entre parenthèses plus le collagène. Voilà, parce que le collagène, c'est débattable, etc. Moi, je pense que chacun peut se faire sa propre opinion en testant. Mais voilà, en numéro 1, la whey, parce que souvent les protéines, c'est compliqué pour les grimpeurs. Donc numéro 1, une bonne whey. Moi, je prends tous mes compléments chez NutriPure. Je vous mettrai mon code de parrainage en description. Donc, vous avez 10% de réduction sur votre première commande. Moi, ça me fait cagnotter aussi. Voilà, c'est pas un partenariat officiel, c'est juste un lien de parrainage. Mais voilà, si vous voulez me soutenir et acheter des compléments de qualité, NutriPure, c'est vraiment, c'est validé en fait. C'est made in France, il y a les certificats. C'est une super marque. Pas d'additifs, pas de colorants, pas d'édulcorants. Enfin voilà, ça dépend des produits, mais la whey, si vous la prenez nature, c'est un super bon produit. En numéro 2, du coup, le magnésium. Et ensuite, la créatine. Pour moi, le magnésium, hyper important pour tout ce qui est récupération nerveuse, bon sommeil, etc. Et la créatine pour tout ce qui est prise de muscle, gain de force, etc. Et la créatine, voilà, ça dépend si vous êtes répondeur ou pas. Si vous n'êtes pas répondeur, ça sert à rien d'en prendre, mais du coup, pour savoir, il faut tester. Et par contre, si vous êtes répondeur, vous savez qu'il faut en prendre entre 3 et 5 grammes par jour en fonction de votre poids de corps. J'espère que ce podcast vous aura plu. Donc j'espère que j'ai été assez synthétique et je me suis pas trop perdu dans les explications. Mais voilà, pour faire un gros résumé, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un plan de séance, de se tenir au plan et de l'adapter si jamais vous êtes fatigué, autorégulation, etc. Et ensuite, de faire confiance au processus. Vraiment, si vous avez un objectif précis, une programmation et des plans de séance qui sont précis, même si vous faites une mauvaise séance à un instant T, c'est pas grave parce que vous êtes dans le processus d'amélioration et en fait ça va forcément payer sur le long terme. Il n'y a personne qui s'entraîne pendant 1, 2, 3 ans en ayant un objectif, en ayant un plan précis qui ne progresse pas en fait. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc moi je suis convaincu que si vous avez un plan, que vous y tenez et que vous êtes encadré par les bonnes personnes qui vous disent ok là ce que tu es en train de faire c'est bien, tu es sur la bonne voie, ou l'inverse, qui vous disent là mec attention tu fais n'importe quoi, ton objectif c'est de gagner en force mais tu fais que de l'endurance. C'est hyper important pour moi l'environnement, les gens qui vont vous conseiller, etc. Et c'est pour ça du coup que je propose du conseil aussi en visio, en coaching, etc. Et n'hésitez pas surtout à me demander mes services de coaching sur Instagram. Je fais pas que du suivi individualisé à distance, je fais aussi ce que j'appelle du conseil, c'est-à-dire que j'analyse votre programme. Je vous dis voilà, moi je pense que ça pourrait être optimisé, etc. etc. Je réponds à vos questions, que ce soit des questions très précises ou je sais pas, par exemple, vous me dites voilà, je suis dans telle situation, mon objectif c'est ça, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour moi, etc. Donc voilà, je propose aussi ce genre de service en visio ou en présentiel si vous êtes sur Paris ou sur Montpellier. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous enverrai toutes les informations liées à ça. Pour conclure ce podcast, je vous annonce du coup le sujet du flash numéro 8. Le flash numéro 8, ce sera sur comment faire une bonne séance de performance. Donc quand je parle de séance de performance, je parle vraiment de sortir sa voix en projet, son bloc en projet, enchaîner, je sais pas, 5 blocs durs à la séance, etc. Comment en fait on fait tout pour arriver en forme sur une séance de performance et être prêt à tout casser en fait, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je mettrai peut-être un sondage sur Spotify cette semaine et comme ça je répondrai au sondage la semaine suivante. C'est un truc aussi que
j'ai en tête pour les prochains épisodes. Donc par exemple, ça pourrait être est-ce que vous avez un échauffement standardisé ou pas? Puis après, je lis vos commentaires et vos réponses, ça peut être hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à laisser un avis de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, etc. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon compte Instagram pour le contenu qui arrive. C'est pareil, si vous êtes intéressé par une demande de coaching, ça se passe via le formulaire dans la description ou dans ma bio Instagram, et vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram si vous n'êtes pas sûr de est-ce que ça correspond à vos besoins, etc. Je vous répondrai avec plaisir. C'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée.